L'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron dans des conditions qui ne sont pas celles, faut-il le rappeler, d'une adhésion à un projet, rebat les cartes. Peu imaginer, il y a un an, la situation d'aujourd'hui. Une majorité à l'Assemblée nationale pour un parti présidentiel qui n'existait pas, avec une opposition réelle réduite à la portion congrue, à peine 60 députés, et un Sénat, pardonnez-moi Monsieur le Président, mais dans une forme d'apesanteur, entre majorité et opposition, entre accords, mais quand même aussi froncement de sourcils. Les difficultés auxquelles sont confrontés les deux partis qui, depuis 1981, se succèdent au pouvoir, offrent un paysage politique dévasté, je l'ai dit, objet d'une recomposition qui n'en finit plus. Qui est dans l'opposition? Qui ne l'est pas? On entend même une petite musique du côté d'En Marche et du Premier ministre s'interrogeant sur la nécessité même d'une telle opposition. Finalement, après des décennies d'alternance pour ne pas changer grand-chose ou pour renoncer après quelques beaux élans, après le règne de la pensée unique dans les médias, nous en sommes là. Une opposition est-elle nécessaire? Finalement, l'efficacité économique n'exigerait-elle pas de mettre en sourdine le débat démocratique? Emmanuel Macron, c'est le libéralisme triomphant, émancipé des oripeaux de la représentation partisane. J'ai le sentiment, encore diffus mais de plus en plus précis, que nous avons franchi avec cette élection présidentielle qui a, je le rappelle, suivi une campagne des législatives pour le moins particulière, que nous avons donc franchi une nouvelle étape démocratique, ou plutôt devrais-je dire non démocratique. Emmanuel Macron et son gouvernement, qu'il dirige comme une start-up, avec comme chef de projet Édouard Philippe, foncent dans un no man's land politique. L'été dernier, il a expédié la modernisation de la vie politique, ainsi que son initiateur à la vitesse grand V, en ne s'attaquant évidemment pas aux raisons profondes de la crise politique. Il légifère par ordonnance pour casser le code du travail et prendre de vitesse le mouvement social. Il a usé pleinement du fait majoritaire à l'Assemblée nationale pour imposer un projet de budget au bonheur des riches, symbolisé par la suppression de l'ISF pour les actionnaires et détenteurs de produits financiers. Il est conforté, de fait, par un parti socialiste piégé, par l'acceptation des dogmes libéraux et les renoncements qui en découlent, et par une droite qui découvre que quelqu'un d'autre peut réaliser mieux et plus vite son programme et en vient à s'interroger sur son utilité politique. Quelque chose ne tourne pas rond. Un président qui aurait dû recevoir avec humilité sa charge, étant donné les conditions de son élection, se sent investi d'une mission que lui seul et ses partisans estiment avoir obtenue des élections. Cette mission, donc, il veut l'appliquer coûte que coûte avec le moins de débats possible. La méthode du gouvernement est la suivante. On annonce pêle-mêle de nombreuses réformes de premier plan, sans calendrier, afin d'asphyxier la réflexion et, bien entendu, toute forme de contradiction ou de résistance. L'annonce durant les fêtes de fin d'année d'un calendrier très chargé, réforme du logement, de la mobilité, de l'assurance chômage, de la formation professionnelle, de la justice, de la politique d'immigration et, bien entendu, d'une importante réforme constitutionnelle, cette annonce est symptomatique de cette démarche d'asphyxie. Le projet de loi sur l'enseignement supérieur, pourtant examiné par la seule Assemblée nationale, est d'ailleurs considéré comme adopté par le pouvoir. Emmanuel Macron ne se contente pas d'user d'une pratique institutionnelle, il entend profondément modifier les institutions pour les adapter à son objectif politique, l'efficacité au service de la mondialisation économique. La réforme des institutions, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, Monsieur le Président, grâce au groupe de travail que vous avez mis en place. La réforme des institutions annoncée au-delà des quelques sujets plus ou moins débattus et parfois rabâchés, s'attaque essentiellement au pouvoir du Parlement, à sa place dans la République, s'attaque au débat démocratique et donc à la démocratie. L'affichage démagogique de la réduction du nombre de parlementaires n'est pas à prendre à la légère. Moins de représentants, c'est moins de pluralisme, c'est moins de rapport avec le réel, avec les territoires. L'enjeu est lourd. C'est celui d'un basculement de nos institutions vers un régime hyper-présidentiel, car si le pouvoir exécutif se trouvera renforcé par l'affaiblissement du Parlement, aucun droit supplémentaire palpable, consistant, n'est envisagé en faveur des assemblées, à l'exception d'un renforcement d'un pouvoir de contrôle, mais bien évanescent.
Emmanuel Macron envisage, semble-t-il, de pousser son mépris de la représentation démocratique à l'extrême et qu'un référendum version article 11 de la Constitution pourrait être déclenché avec pour principale conséquence la mise à l'écart radical du Parlement. J'estime que la tentation du référendum sur une base teintée d'antiparlementarisme est dangereuse. Mais si elle devait être décidée, un temps important pour un vrai débat national comme en 2005 doit être accordé. Nos concitoyennes et nos concitoyens ont le droit d'avoir tous les éléments sur cette réforme et ont le droit d'en débattre sur le fond. Sinon, le risque serait grand qu'on en reste à une vision démagogique et populiste du sujet. Si l'on allait autrement, nous pourrions parler de coup de force démocratique et du retour au référendum plébiscitaire cher à Napoléon III. Les parlementaires de nos deux groupes, à l'Assemblée nationale et ici au Sénat, entendent prendre toute leur part à ce grand débat. Ils organisent en ce sens, le 5 mars prochain, au Sénat, un colloque intitulé « Face à la crise démocratique, quelle révolution constitutionnelle ?» D'importantes contributions ont déjà été annoncées de Dominique Rousseau, Roland Gary, Bastien François et Frédéric Dabi. Des représentants des formations de gauche sont invités pour réfléchir ensemble au projet véritablement révolutionnaire qu'il faut mettre en place pour redonner la parole aux citoyens, leur rendre le pouvoir face à ce diktat libéral qui s'impose progressivement. Notre attitude dans ce débat institutionnel n'est pas conservatrice, bien au contraire. Nous sommes pour remettre en cause l'actuelle domination présidentielle. Nous proposons de généraliser la proportionnelle. Nous voulons réformer en profondeur le Sénat. Nous voulons confier un véritable pouvoir d'initiative et de contrôle aux citoyens. Mais en aucun cas, nous n'accepterons le basculement vers un régime de fait autocratique. Ce débat institutionnel ne peut être coupé de la vie des gens, de leurs préoccupations. Il faudra de l'énergie et du courage, mais nous en avons, pour répondre ainsi à l'attente de toutes celles et ceux qui ont peu, de tous ceux qui n'ont rien. J'ai bon espoir car de nombreux signes montrent que des salariés aux étudiants, en passant par les retraités, beaucoup relèvent la tête en ce début d'année, dont les femmes, qui sont de ces combats, mais qui aussi n'acceptent plus d'être humiliées, harcelées, malmenées. Je fais mienne cette citation d'une jeune poète et psychologue. « Continue de te battre, même si c'est difficile. Dis-toi que certaines batailles sont plus longues à gagner que d'autres et ne perds jamais espoir. » Chers amis, c'est sur ces notes d'espoir que je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos proches. Je vous souhaite une bonne année de débat, une bonne année d'action et que l'humain, la démocratie et la paix soient le cœur de nos combats. Je vous remercie.